Bienvenue à La Chaise Bleue, en direct des studios de La Chaise Bleue. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Rémi Dion de Explorer et aussi en co-animation Normand Nadon de GLM Conseil. Bienvenue Rémi. En passant, on avait fait un podcast ensemble dans un événement live chez Desjardins Technologies, puis le son était tellement mauvais qu'on se sentait tellement mal qu'on s'est dit on va réinviter Rémi en studio directement où on contrôle le son, on contrôle l'environnement. Rémi, bienvenue sur La Chaise Bleue. Merci. Rémi, vas-y. Je suis très content d'être là, oui. Hey, on va te laisser te présenter avant, Certainement. peut-être pour le groupe et les gens qui connaissent moins dans l'écosystème. Oui, Rémi Dion, cofondateur d'Explorer. Ça fait 5 ans qu'on est en business. On aide nos clients à adopter l'intelligence artificielle. Il y a un trou dans le marché, c'est celui d'explorer qu'est-ce que l'IA peut faire. Et puis c'est là qu'on a décidé de se positionner. Puis depuis, on s'est concentré en particulier sur le milieu manufacturier. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Good. Puis j'ai amené mon geek en chef aujourd'hui, Normand Nadon. Normand, est-ce que tu connaissais Rémi? On s'est rencontrés une fois dans des circonstances similaires de tournage, mais on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup. Là. En fait, Rémi, pour la chance qu'on a, nous, on l'a rencontré dernièrement. Je pense que tu étais au M3 Summit à Toronto. Oui. On t'a vu dans à peu près tous les événements qu'il y a dans j'appelle ça les foires de Desjardins Technologies. Là. On va là, puis il y a toujours tout ce qui est en lien avec l'Artech, les startups et tout. Puis Rémi, dis-moi, là, c'est quoi la mission de l'organisation Explorer là, dans son ensemble? Là? Mais comme je disais plus tôt, l'objectif d'Explorer, c'est d'aider à l'adoption. Il y a toutes sortes de barrières qui existent. L'un qu'on rencontre le plus souvent, c'est pourquoi est-ce que l'IA s'appliquerait à mon modèle d'affaires, surtout dans le domaine manufacturier. Moi, j'arrive du milieu de l'ingénierie. J'ai travaillé avec des compagnies qui avaient des processus bien établis et puis on voyait que l'intégration d'innovation, c'était toujours une gestion du risque. C'était toujours de prendre un élément avec lequel on est moins familier, puis de l'intégrer dans un processus où on a besoin de maintenir des hauts standards de qualité, des hauts standards de performance. C'est pour ça qu'on a choisi ce créneau-là, de pouvoir aider nos clients à adopter l'intelligence artificielle, puis à battre les barèmes de performance dans leur industrie. Puis présentement, le type de clientèle qu'Explorer a, ça ressemble à quoi? On a vraiment un éventail large parce qu'au final, on a des gens qui viennent nous voir pour nous dire « j'ai une idée », puis on les aide à la développer. Mais nous, on va vers une clientèle ciblée qui correspond à nos expertises, entre autres dans l'ingénierie. Et puis c'est là qu'on a plus d'éducation à faire. Donc on a effectivement des gens qui sont dans le minier, dans la soudure. On a des gens qui sont dans le moulage, le métal, de plastique. On a également des compagnies qui sont au niveau de la gestion documentaire. Gestion documentaire, tout le monde en fait, du moment que vous avez des courriels, du moment que vous avez des post-mortem, du moment que vous avez des notes de rencontre, vous avez des documents qui peuvent être synthétisés, on peut extraire de l'information pour pouvoir prendre une décision dessus. Puis on peut également les comparer. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire désormais depuis ChatGPT. Donc, c'est le genre de sphère dans laquelle on joue. Puis les clients qu'on a à cet égard-là, la gestion documentaire, littéralement, ça s'applique à quiconque a une adresse courriel. C'est pour ça que je me suis pas aventuré à nommer une industrie. Ah, ben ça, ce bout-là, je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, quand nous, on rencontre des clients et tout, moi, je fais souvent les audits plus techno. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a des clients qui veulent se garrocher dans l'AI, qui ne font même pas de collecte de données, qui font même pas d'analyse, ils n'ont jamais fait de BI, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent mesurer. Puis c'est comme, hey, on va faire de l'AI, ça va être malade, ça va tout nous donner. Mais là, ce que tu me dis, c'est dès qu'ils ont une boîte courriel, ils ont quand même quelque chose avec quoi partir. C'est peut-être juste pas où ils s'enlignent au départ. Là. Oui, dans le domaine manufacturier, on tombe souvent dans la catégorie prédiction. On utilise des données qui sont historisées. Puis ça, je reviendrai plus tard là-dessus, mais dans ce que je propose ici, c'est du moment qu'on utilise des modèles de langage, ben, la donnée, vous l'avez déjà, c'est certain. Vous n'avez pas besoin de mettre des senseurs, vous n'avez pas besoin des caméras. Vous avez déjà des processus qui sont formels ou informels dans vos documents, puis c'est ça qui peut être capturé avec l'intelligence artificielle. Par contre, quand on veut faire la gestion de la qualité avec des caméras, des photos, des vidéos, quand on veut faire de la prédiction d'inventaire, bien là, on s'aventure dans des modèles qui sont un peu plus complexes. Ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite de la préparation. Où sont tes données? Quelles sont les données? Si tu as des données d'il y a 10 ans, est-ce qu'ils sont compatibles avec tes données d'il y a 3 ans? Donc, tout ce travail-là est nécessaire et forcément fait en sorte que dans l'imaginaire des gens, l'IA, c'est complexe parce qu'effectivement, il y a cette dimension-là qui existe aussi.
Ça, c'est un service que vous offrez, reconformer les données incompatibles, ou vous allez les rediriger vers un partenaire dans ces cas-là? On a des partenaires d'affaires justement parce que nous, on n'est pas dans l'installation de senseurs, on est dans l'accompagnement par contre. Et puis, l'accompagnement, ce que ça veut dire, c'est voici ton projet, voici ce qu'on a identifié comme étant un retour sur investissement qui est prometteur. Pour se rendre là, il faut installer tel type d'équipement. On n'est pas dans la recommandation de senseurs spécifiques, mais plutôt, on a besoin de capturer ce genre de données-là. Ça, c'est pas nous qui allons le faire. Et puis, normaliser les données une fois qu'elles sont capturées. Normaliser pour une photo, c'est simplement de se dire, ben, ça va être un format 2x3. Si tu as des photos qui viennent d'un ensemble où est-ce que c'est carré versus rectangulaire, ben c'est de la normalisation de données un peu banale. Dans d'autres cas, ça peut simplement dire, ben j'avais un senseur de température là-bas, puis il n'est pas calibré exactement de la même façon avec celui-là, fait que les rendre compatibles l'un avec l'autre. Ça, c'est du travail qu'on peut faire effectivement, mais normalement avec nos partenaires qui ont eu à travailler au niveau de l'acquisition de données, ben c'est eux qui prennent ce volet-là. C'est sûr qu'il y a toujours un overlap dans les compétences qu'on a sous de nos partenaires. OK, merci. J'aimerais ça, tu sais, il y a des questions traditionnelles qu'on pose toujours, l'exemple, où ça en va le marché et tout, mais j'ai l'impression que tu es comme un peu en avant du marché, fait que je ne vais pas te poser cette question-là. Ce que j'aimerais, par contre, c'est quoi un beau premier projet? As-tu un exemple concret, sans peut-être dropper des noms, tu peux le faire si tu veux, ça reste dans la chaise bleue et sur les plateformes de médias sociaux, mais c'est quoi un bon premier projet, puis un exemple qui pourrait rejoindre un manufacturier que tu considères que ça, c'est un bon premier projet? Ben, d'abord, j'apprécie que tu ne m'aies pas amené dans la spéculative parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Et puis, quand on sera rendu là, on le gérera. En ce moment, il y a déjà beaucoup d'outils qui existent, qui devraient être mis en place. Puis c'est vraiment ça le focus d'Explorer. C'est de faire réaliser, il y a de l'IA qui existe. Puis l'IA qui existe, j'ai nommé quelques exemples ici. Celui que je trouve le plus accessible, c'est le langage de modèle actuellement. Pourquoi? Parce que c'est modulable jusqu'à quel point on veut se rendre. Est-ce que vous voulez juste pouvoir aider des gens à démarrer sur un sujet qui ont peu d'expertise? Ben, faites juste utiliser ChatGPT, pas de données privées. Simplement dire, ben, comment est-ce que je rédige un bon post-mortem? Comment est-ce que je rédige une bonne lettre d'embauche? Pour te faire rire, là, tantôt, j'étais avec un banquier, puis là, je t'arrête un investissement dans la ville de Québec. Tu sais. Puis là, je regardais les taux d'intérêt, puis là, j'y parlais, puis là, c'est 5 ans, c'est 10 ans, on met une mise de fonds? Puis là, je demandais à ChatGPT, hey, un taux d'intérêt, mettons, de 9,2% sur 5 ans, c'est combien d'intérêt que je paye à la fin? Clac, il me répondait tout de suite. Là, tu sais. Là, je mettais 2 scénarios, puis là, il me disait, elle propose ça. Je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Il m'aidait à parler au banquier de langage du banquier avec des... Puis là, est-ce qu'il y a d'autres avantages que je pourrais demander au banquier? Puis là, il dit, demande peut-être que... Ou dis, si tu offres une balance de vente dans le rachat de ce que tu vas acheter, est-ce que ça a un impact sur le prêt ou la valeur du... Tu sais, j'étais là, wow! Tu sais, je trouve ça intéressant comment tu l'as utilisé parce que tu avais un expert avec qui tu pouvais interlocuter, qui était une vraie personne, et tu avais ChatGPT qui t'accompagnait là-dedans. Non, ça, c'est le scénario idéal. Par contre, si ChatGPT ou l'autre outil que tu utilises te dit des niaiseries, ben, tu pourrais être mis dans des situations inconfortables. Mais si tu as un expert qui est capable de dire « Attends, non, ça marche pas », ben, tu as l'échange idéal. Puis c'est ça qu'il faut garder en tête avec les outils comme ChatGPT, c'est qu'ils fonctionnent de façon probabilistique. Ils vont dire « Normalement, ça, c'est une bonne réponse », mais ils font pas de la logique. Ils sont pas en train d'analyser ton scénario et dire ben, « Là, j'ai fait des mathématiques ». Fait que là, tu es en train de dire que quand j'ai dit « OK, j'ai un prêt, voici la pénalité, c'est 6 mois d'intérêt sur le prêt, je peux annuler mon prêt, est-ce que ça vaut la peine et tout? » J'aurais dû quand même recalculer après. Là. Oui. Ça, c'est ma recommandation. Mathématiquement, ça va l'air bon, par exemple? Là? Ben, c'est ma recommandation quand même. Okay. Oui. Dans ces calculs-là, peut-être que c'est relativement simple, mais c'est de façon générique, je dirais. Quand vous posez une question à un outil d'aide à la réflexion, on veut pouvoir s'outiller pour valider rapidement si ça a du sens. Puis ça, c'est l'exemple typique que je donne, c'est pour un programmeur qui est bon dans un langage et qui demande un code dans un langage qu'il ne connaît pas, ben, il pourrait se retrouver à simplement dire ben, je vais le tester puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis sans nécessairement faire les tests requis pour valider que le code fait exactement ce qu'il doit faire, le programmeur ne peut pas dire ben oui, ça c'est effectivement la bonne syntaxe puis c'est la bonne logique. Donc c'est ça qui est tricky quand on le met en place. Là, on a ouvert une parenthèse. Je veux quand même revenir sur le premier pas. Là, j'ai dit oui, on peut commencer avec ChatGPT. C'est ma recommandation. Pourquoi? Parce que ça permet de se rendre compte que l'IA, c'est banal.
Puis je crois que c'est important parce qu'il y a beaucoup de langage de personnes pour enthousiasmer les foules, puis de dire voici, c'est fantastique, c'est impressionnant. Il y a des propriétés intellectuelles à protéger autour de ça et tout ça. Oui, c'est un discours qui se vaut, mais dans la majorité des PME et dans la majorité du monde manufacturier, c'est pas la réalité. La réalité, c'est on a un cas spécifique, puis on a une équipe restreinte, puis on a plusieurs chapeaux à porter. ChatGPT est un très bon aide à ce niveau-là. Mais si on veut aller plus en profondeur, là, j'ai parlé d'un système avec lequel on peut peut-être interagir à l'interne d'une compagnie. Donc, on a de la documentation interne, que ce soit des courriels, que ce soit Teams ou Slack, que ce soit des documents qui ont été faits par tel employé qui est expert dans son domaine ou tel autre employé qui était vraiment bon, mais qui est plus là puis qui est parti depuis 6 mois. Si on cherche à comparer les connaissances qui viennent de différentes sources, puis les documentations qui sont compatibles l'un avec l'autre. Je donne un exemple. Toi, tu as fait un post-mortem pour ton projet. C'était un projet, tu connaissais sur le bout des doigts. Toi, tu as fait un autre post-mortem sur un autre sujet, tu le connais sur le bout des doigts. Vous deux, vous avez des expertises séparées. Par contre, ça donne qu'il y avait des similarités dans les projets pour lesquels vous travaillez. Vous n'avez pas eu besoin de vous parler de ça. Vous êtes des experts dans vos domaines. Mais quand vous avez rédigé le post-mortem, il y avait des éléments qui auraient été pertinents pour vous ou pour un observateur externe de dire « Ah, mais ces projets-là se rejoignent sur ça. » Puis moi, supposons que je suis le vendeur ici qui parle avec un client potentiel. Il me parle de son projet, puis je dis « Ah, je pense qu'on a fait des choses similaires. » Je demande à mon outil qui connaît la documentation interne, qui a accès à ton post-mortem et à ton post-mortem. Puis quand je te pose la question « Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose de similaire? » Il me dit « Oui. » Tu peux parler à Benoît, ou tu peux parler, dans le fond, à Étienne, peu importe le spécialiste, aller chercher l'information, ou simplement dire, dans ces 2 post-mortem-là, il y a ces choses qui se rejoignent là, puis il y a ces 2 choses-là qui sont complètement différentes. Puis rapidement, tu as l'information que tu as besoin. Dans une compagnie où est-ce que l'information est bien structurée, tu peux aussi dire, tu y as accès facilement, mais nous, on est 25, on est encore une petite compagnie, puis malgré ça, malgré nos meilleures intentions, il y a un document qui parfois est mis à la mauvaise place, puis je serais prêt à parier que ça arrive dans la majorité des compagnies. Oui, c'est clair. Mais c'est pas un peu comme Obsidian, tu sais, à l'époque, là, normalement, on avait essayé un logiciel de mise en relation des contenus. Oui, il y en a quelques-uns, le Notion en fait partie et tout. Puis moi, c'est justement un truc qu'on aurait voulu peut-être voir après, c'est rajouter une couche qui est, OK, il y a plein de monde qui ont pris des notes. Ils ont consciemment relié les notes entre eux parce que tu le fais un peu consciemment. Mais est-ce qu'on est capable d'aller ressortir d'autres tendances qu'on n'a pas vues consciemment? C'est là que je pense que ça pourrait être intéressant, le modèle que tu parles. Là. Puis, qu'est-ce qui se passe dans le cas où vous avez des nouvelles personnes dans votre équipe, puis vous voulez qu'elles puissent trouver l'information facilement, rapidement, ou peut-être tout simplement se former? Puis qu'est-ce que ça veut dire, se former? De façon traditionnelle, c'est de poser des questions à un expert. Si l'expert, c'est l'outil qui a accès à toutes les réponses à l'interne parce qu'elles ont été documentées, ça facilite énormément l'interaction avec les nouveaux employés, qui interagissent avec la compagnie comme si c'était un individu. Puis moi, j'ai une question pour toi, là, parce que, tu sais, c'est sûr, toi, tu es dans ce champ-là. Moi, j'en connais juste assez pour être dangereux, je pense. Comme on dit, là. Non, mais, tu sais, je suis introduit à ce sujet-là, mais je ne suis pas un expert. Quand nos clients nous en parlent, là, 9 fois sur 10, ils me parlent de quelque chose. Hey, on pourrait analyser ça. Puis je suis comme, non, mais ça, c'est une analyse statistique, c'est pas de l'AI. Ils voient l'AI partout. Puis je suis comme, non, ça n'en est pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent rapidement se dire, OK, dans mes données, là, l'AI pourrait vraiment nous apporter quelque chose. Moi, mon indice, c'est de dire, OK, tu as un paquet de données et tu n'arrives pas à ressortir des tendances de dedans. Je pense que là, l'AI pourrait t'aider à faire ressortir des tendances que toi, tu n'arrives pas à avoir avec ta petite capacité à computer dans ta tête. Mais toi, as-tu d'autres applications comme ça? Oui, en fait, je vais apporter un bémol. Je fais pas une distinction aussi franche entre statistique et apprentissage automatique ou intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, à toute fin pratique, ce sont des statistiques qui sont appliquées automatiquement. C'est ça l'IA. Et puis, dans le cas d'appliquer une bonne vieille méthode statistique, le travail en amont qui a été fait, c'est un expert qui dit, ce cas-là, c'est cette métrique-là que j'ai besoin de regarder. Donc, c'est un travail simplement d'appliquer la bonne formule statistique et ensuite de l'interpréter. Ça, tu l'as tout fait parce que tu es un expert dans le domaine. Mais que se passe-t-il si on cherche plutôt à savoir quelles sont les tendances, les moyennes, ou peu importe quelle autre donnée statique qui peut être pertinent à l'analyse qu'on cherche à faire? Si on donne un objectif qui est, on cherche à se rapprocher le plus possible à une prédiction ou à maximiser une vente ou à maximiser un espace de plancher en fonction de l'inventaire.
Tout ça, ce sont, oui, des problèmes d'optimisation. Donc, techniquement, il y a une formule, mais les contraintes, potentiellement, qu'elles évoluent tout le temps. Je donne un exemple. On a 20 000 pieds carrés pour une usine, mais au fil de l'année, ce n'est pas les mêmes SKU qu'on doit mettre sur ce même pied carré-là. On a peut-être de la matière première, on a peut-être des pièces de remplacement, de la maintenance à gérer. Puis, il y a des saisonnalités dans chacune de ces groupes-là. Et puis, si on veut prioriser j'ai le goût de dire safety, le fait d'être sûr qu'on ne va pas en manquer pour des matières premières pour être sûr de répondre à la demande, ben peut-être qu'on va devoir compromettre d'avoir suffisamment de pièces de rechange pour une maintenance qui est due bientôt. Comment on fait pour maximiser les différentes contraintes? Ben là, on tombe dans un cas de prédiction ou d'apprentissage par renforcement. C'est très rare qu'on voit de l'apprentissage par renforcement dans le domaine manufacturier, mais ça en serait un cas particulier. Et puis, l'objectif ici, c'est de déterminer quelles seraient les bonnes règles à appliquer dans ce contexte-ci. C'est sûr que si toi, tu as vu 20, 100 compagnies, puis ce problème-là, tu l'as revu à plusieurs sources, ben, tu sais intuitivement, ben, il est là le problème. Puis tu sais intuitivement, en avril, il y a toujours ça qui se passe. Mais quand on part sans connaissance, ou quand on se dit, je veux ignorer mon bagage, puis voir si le modèle va trouver la même chose que moi pour me challenger ou faire des stress tests, mais là, ça devient intéressant d'utiliser l'IA pour valider, challenger ou pour supporter des nouvelles simulations. Là, j'ai dit simulation parce qu'effectivement, une fois que tu as un outil qui est capable de rapidement prendre des décisions sur la réalité, mais ensuite, on peut modifier la réalité comme celle qu'on voudrait ou celle qu'on ne voudrait pas pour voir est-ce qu'on est préparé à ce scénario-là. Fait que l'IA peut effectivement servir aussi dans la simulation, faire des stress tests. Et j'avoue que, tu sais, pour avoir fait le bac en génie industriel puis travailler dans tout plein d'organisations, on ne fait jamais la simulation. On fait toujours des matrices de verre, de déplacement, des matrices, mettons, de volume, mais on ne le fait pas vivre avec des variables puis avec un. Tu sais, c'est quand même intéressant. Fait qu'il y a beaucoup de firmes dans le marché en logistique qui, s'ils n'adoptent pas ces outils-là, vont être dépassés assez rapidement. Là. Oui, c'est sûr que l'approche aussi classique, parce qu'il y a des événements, à toutes les années, il y a des conventions, il y a des associations, puis les bons coups, ben, sont partagés. Donc, même si on ne met pas les deux mains dedans, on risque d'entendre parler du fait que, maintenant, c'est le bon vieil adage de, en avril, il faut faire ça. Maintenant, en fait, c'est à la fin mars. Tu n'as pas investi, tu l'as juste appris de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu vas l'intégrer et tu vas bien t'en sortir. Mais peut-être que ça donne que c'était bon pour son cas, mais pas pour ton cas. Fait que l'apprentissage se calque moins bien d'une industrie à une autre. Donc, moi, je recommande de faire l'exercice. Il y a des compagnies qui vont utiliser un Kaizen. Donc, le faire d'une façon ponctuelle, font un exercice d'évaluation qui est macroscopique. Puis ensuite, ils se fient là-dessus pour leurs décisions futures sur 6 mois, à 18 mois, 24 mois. Ça peut convenir, mais ce qu'on voit, on l'entend chez nos clients également, c'est que maintenant, maintenant qu'on est retombé sur une dynamique un peu plus stable post-COVID, les gens veulent faire un exercice qui va pouvoir leur permettre de regarder plus loin, mais aussi de voir est-ce qu'on est mieux préparé à une situation comme ce qu'on a vécu. Là, regarde, hier, t'as vu le pont Baltimore? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas vu? Tu vas voir ça à l'actualité, tu l'as vu, Normand? Ouais. Il y a un bateau qui est rentré dans le pont à Baltimore, puis c'est 34 000 voitures par jour qui passent là. Le pont s'est écrasé au complet. Ça fournit le port de Baltimore. Ils ont vraiment des gros problèmes de logistique après. En plus de la tragédie. J'ai 3 clients aujourd'hui qui ont souligné là, de l'enjeu. Là. Ils ont dit là, ça marche pas. Là. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un Black Swan Event. Quelque chose qu'on ne pouvait pas prédire. Puis là, ça change complètement les anciens patterns. C'est-à-dire que quand on pouvait utiliser le port de Baltimore, forcément, les délais, c'était ça. Les quantités, c'était ça. Je pouvais commander de tels fournisseurs. Maintenant, j'ai des enjeux, des contraintes complètement différentes. Comment est-ce que je fais pour réagir rapidement? Si j'ai un historique basé sur mes patterns de demande puis de consommation, tu peux rapidement réagir sur des cas de simulation, des cas de test. J'ai une question pour toi aussi. Tu sais, pour une entreprise là, au Québec, on en a des grandes, mais on en a des petites aussi. Comment on arrive à faire un retour sur investissement avec les AI? Tu sais, dans quoi qu'on se garoche si... Tu sais, on ne veut pas partir sur un projet que c'est un money pit, là, un trou où on drop de l'argent qui ne servira pas à rien. Tu sais. Comment qu'on commence pour avoir un retour après? Là? C'est une bonne question. Je crois que je veux rebondir aussi. Je réunis un autre point que tu as mentionné plus tôt. Les modèles maintenant sont beaucoup plus accessibles. Ils sont pré-entraînés aussi. Ils sont pré-entraînés, exactement. Donc, avant, on avait besoin de beaucoup de données préalablement pour avoir quoi que ce soit qui est utilisable. Et puis, forcément, le discours
arrivait vite à, ben ça, c'est un projet de 800 à 1,6 millions. 800 000 à 1,6 millions. Maintenant, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur parce qu'on peut amener de la valeur rapidement. Puis ça, c'est notre motto chez Explorer. On est la théorie des petits pas. Donc, quelle est la première valeur qu'on peut livrer rapidement qui permet une adoption rapidement? Les gens peuvent se dire, ça, c'est vraiment, ça, c'est de l'IA? OK, parfait. Puis, à l'intérieur de leur pratique de tous les jours, maintenant, ils intègrent ce petit élément-là. Donc, cette transition-là fait en sorte qu'on peut rapidement voir des gains. Il faut faire l'exercice au début. Où sont les retours sur investissement? Puis ta question, c'était comment on fait pour les identifier ou les calculer? Bien, nous, une des choses qu'on fait chez Explorer, on donne la valeur par des ateliers stratégiques, du développement personnalisé, mais aussi du coaching. Mais l'atelier stratégique, c'est spécifiquement pour ça, de voir, OK, vous avez identifié que vous mettez du temps, de l'énergie, il y a des frustrations dans tel processus ou dans tel chantier d'opération. Ben, voyons voir combien de temps vous mettez, combien d'argent vous mettez. Puis, dans notre analyse, quand on fait une estimée du coût que ça nous prendrait pour mettre en place ce qu'on a identifié, on prend en compte les coûts qui sont associés à ce qui va être changé. Ce sont des hypothèses, mais ça nous permet de nous donner un ordre de grandeur. Fait que, soit on se dit, ben ça, c'est quelque chose de très important, c'est majeur, on ne peut plus l'ignorer. Le pont Baltimore, c'est un bel exemple de choses qu'on ne peut pas ignorer, ça va avoir des répercussions sur les prochains 2, 3, 5 ans. Peut-être que ça vaut la peine de mettre un investissement significatif. Versus, on a une situation où est-ce que c'est progressif, on voit qu'il y a une tendance, on ne sait pas trop où mettre la grève au port. C'est une grève, c'est temporaire, tu réinvestis pas le temps de la grève. Ben, dans ce cas-ci, on pourrait simplement se dire, ben, je vais essayer ce truc-là parce que ben, je trouve jamais une personne que je peux mettre sur cette tâche-là parce que personne ne veut le faire, ou ça nous prend 30 minutes, 1h30, ou peu importe, à chaque jour de faire ça. Ben, ça nous permet de quantifier, OK, donc il y a ça qui est fait répétitif. Le mot répétitif, c'est mon mot préféré en IA. Tu as quelque chose qui est fait encore et encore, mais ça, c'est un bon candidat pour mettre de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous allez surtout à la pêche à la non-valeur ajoutée. Là. Toutes les tâches à non-valeur ajoutée, c'est un quick win, là, dans le fond. Absolument, sauf que c'est pas nous les experts. Hein? Nous, on a un travail de... C'est pas nous les experts de ce qui marche puis ce qui marche pas dans le business. Donc, nous, on doit avoir cette conversation-là avec nos clients. Puis, un discours habituel avant qu'un client devienne client chez nous, ça ressemble à ça. C'est « Ah, l'IA, ça ne s'applique pas nécessairement à nous » ou « Ah, j'ai une idée ». On a les deux scénarios. L'IA, ça ne s'applique pas trop à nous. Il y a cet exercice-là de « Ben, tu savais-tu que ça peut s'utiliser pour ça, pour ça, pour ça ». Puis cette conversation-là, normalement, se déballe autour de parle-moi de tes opérations, parle-moi de tes pain points, parle-moi de ce qui te chicote un peu dans ta business, puis des choses que tu aimes. Mais l'autre scénario, parce que j'ai quelqu'un de... Il voit le rêve, il dit c'est par là qu'il faut aller. Ben, c'est de le guider vers OK, quelles sont les choses qui sont accessibles, qui sont rapidement livrables, de sorte que on ne s'en engage pas la main, le bras puis l'épaule dans un projet qui est énorme avant de voir le jour de la valeur retournée. Ça, c'est la méthode agile. J'invente rien ici. C'est juste qu'on la met en pratique également dans du développement IA. C'est beaucoup plus simple. En fait, c'est faisable désormais grâce aux modèles fondamentaux, des modèles qui sont déjà entraînés, versus ce qu'on voyait quand on a commencé d'être au tout début de nos années en opération. Ben, il y a 5 ans, il n'y avait pas ça. Il fallait faire un gros travail en amont pour simplement avoir accès à de la donnée qu'on puisse utiliser pour entraîner un premier modèle qui peut-être va performer un peu dans la direction qu'on veut. Il y avait beaucoup d'incertitudes et aussi beaucoup de frustration parce que ça demandait tellement de travail en amont. C'est plus la réalité désormais. Okay. Tu vois, dans votre industrie, là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en croissance, sans nommer de nom. Il y en a qui poussent, il y a des acquisitions. On est-tu déjà rendu au plein emploi puis il n'y a plus de ressources dans le marché ou c'est encore un marché que les entreprises vont être capables de scaler dans encore 1 an, 2 ans, 3 ans à grandir? Ou les ressources doivent commencer à être rares quand même? Ou? Dans le domaine de l'intelligence artificielle? Ouais. Pas tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est... Il y a 2 jours, j'étais à un événement de la Chambre de commerce qui était orienté autour des changements démographiques, des ressources humaines, de la main-d'œuvre. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers des habiletés qui sont natives digitales, donc un travail qui se fait de façon virtuelle, un travail qui se fait devant un ordinateur, des compétences qui sont considérées comme étant très spécialisées en ce moment, mais qui vont devenir plutôt banales, c'est-à-dire coder. Maintenant, on va pouvoir le faire très bientôt sans avoir des connaissances poussées mettre les bonnes virgules aux bons endroits, c'est ce que je veux dire.
Puis aussi, juste le debugging, ça va pouvoir se faire de façon conversationnelle, mais ça se fait aussi pour tout ce qui n'est pas code. En fait, je pense que c'est Gartner qui disait, dans les prochains 3-5 ans, on s'attend à ce que la majorité des interactions avec les applications se fassent de façon conversationnelle. Ça veut dire que pour donner des directives ou pour avoir des tâches accomplies avec un logiciel, on va donner une commande qui est à l'écrit ou vocale. Donc ça change énormément la profondeur avec laquelle on doit avoir une expertise. L'expertise qu'on a réellement besoin, c'est quels sont les enjeux dans une business et non pas les expertises techniques de comment communiquer avec tel outil, comment écrire telle requête en BI ou en SQL. Donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est moins un enjeu. Par contre, on voit aussi qu'avec le changement démographique, les valeurs sont ailleurs, mais on voit aussi qu'il y a un creux, surtout au Canada. On n'arrive pas à répondre à la demande. En ce moment, pour un poste vacant, on a une personne de disponible, ce qui est une position quand même enviable. C'est comparé à ce qu'on a vu dernièrement. Mais on ne s'attend pas à ce que cette tendance-là, ça, c'est pas mes mots, on ne s'attend pas à ce que cette tendance-là se modifie pour les 10 prochaines années. Ça veut dire que ça vaut la peine de considérer des options où est-ce qu'on n'est pas en train de chercher une personne de plus à embaucher, mais plutôt on a une personne à l'interne, puis on veut multiplier ses capacités, on veut augmenter son efficacité, on veut s'assurer que le travail qu'elle fait, c'est du travail qu'elle apprécie, qu'elle soit sur son Xperia, permet de le faire. Ça, je crois que c'est une des choses que les gens ne réalisent pas parce qu'ils disent « Ah, l'IA va me remplacer. » Non, au contraire, l'IA va faire en sorte que tu vas être là où tu es à ton point de contribution maximale. Où est-ce que tu triples le plus? Puis toi, personnellement, là, j'espère que vous n'êtes pas des cordonniers mal chaussés, mais quel outil d'intelligence artificielle tu utilises aujourd'hui en 2024 qui n'existait pas, mettons, il y a 5 ans ou que tu n'avais pas, puis que tu ne pourrais plus revenir en arrière? Là, tu ne pourrais pas tolérer revenir en arrière comme c'était? L'outil dont je parlais un peu plus tôt, donc un modèle avec lequel on peut interagir à l'interne pour notre documentation interne, mais nous, on a développé ça. On l'a baptisé Oscar. Simplement pour pouvoir identifier cet outil-là avec lequel on interagit régulièrement. Puis ça nous permet de réunir les différentes informations qu'on a besoin pour les ressources humaines, pour la formation, pour les ventes. Donc, cet outil-là est en travail continuellement. Puis, c'est celui aussi qu'on met de l'avant pour nos clients. Fait que ça, c'est une des choses qu'on voit. C'est un modèle ou plusieurs modèles combinés? Là, c'est une bonne question. En fait, ça devient plusieurs modèles combinés, ce qui est souvent la réalité, en fait, parce que on s'est au tout début, encore une fois, il y a 5 ans, on était des experts IA. Il y avait un module IA, c'était des compagnies technologiques qui venaient nous voir pour qu'on puisse les accompagner là-dedans. Maintenant, on fait l'ensemble, on le réunit dans une application. Donc, on est devenu des intégrateurs de plusieurs solutions automatiques qui se parlent l'une avec l'autre ou qui interagissent l'une avec l'autre. Fait que ça se fait, entre autres, pour certains de nos clients dans le domaine du recyclage ou de la construction, où ils ont des données qui rentrent sur, disons, les ressources humaines. Tantôt, on a parlé des matières premières, mais des ressources humaines, c'est des spécialisations, des contraintes, des conventions collectives. Merci. Des conventions collectives. Donc, on a un paquet de contraintes. On a des préférences aussi. On a des congés ici. Donc, c'est un problème d'optimisation, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait à l'interne puis qu'on fait pour nos clients. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Simplement, là, on s'est mis à intégrer Copilot. On ne travaille pas exclusivement avec Microsoft, mais Microsoft fait forcément partie des outils que nos clients utilisent. Donc, pour être apte à bien les guider à travers ça, ben nous, on s'est mis à l'utiliser à l'interne, puis aussi à tester ses limites, puis pour pouvoir faire des recommandations qui sont pertinentes. Donc, ça se passe bien à date? Ben, c'est plus tricky avec Copilot juste parce que c'est pas la suite d'outils qu'on utilise à l'interne, donc c'est très encapsulé. Donc, quand on fait des tests, c'est dirigé et non pas, ben, on tombe pas sur des situations où on se dit on n'avait pas prévu ça. On fait des tests spécifiquement sur cet environnement-là, ce qui nous permet de voir les limites, mais forcément, ça se passe bien parce que on ne l'utilise pas nous-mêmes à l'interne pour nos besoins. On utilise la suite Google en ce moment. Puis en fait, on travaille aussi avec Amazon. Donc, on teste des différents grands outils parce que ça correspond à ce que nos clients demandent de nous puis utilisent. OK. Puis
Si je t'envoie là, un peu dans le spéculatif, là, tu penses-tu que l'AI général va arriver un jour ou bientôt ou on n'est pas là encore ou l'AI général ce sera pas qu'est-ce qu'on pense, ça va être finalement un ensemble de... Juste pour m'aider, les AI générales, on parle de quoi? Juste Générative. Ah, générative. Non, général, c'est-à-dire une AI qui fait, oui, fait ok. tout. Là, Donc, oui, en anglais, AGI, donc une intelligence macroscopique, c'est-à-dire que tu peux interagir avec elle par la voix, elle va voir des choses que tu vas voir, elle va entendre des choses que tu vas entendre. Une intelligence globale. Global, ouais, oui, c'est exactement. ça, je pense. Moi aussi, j'avais juste le mot en anglais, Ouais, c'est pour ça que j'ai de la misère. Là, je donne des exemples de ce qu'on appelle multimodal, donc entendre, voir, mais une intelligence générale, ça repose surtout sur le concept de logique. Puis ça s'en vient. Par contre, tu m'en vas vers la spéculation, puis je dois faire le gros bémol ici. Ça me fait toujours sourire quand on pose ces questions-là à des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que je ne crois pas qu'on est particulièrement mieux équipé pour répondre à ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites derrière des portes fermées dans différentes industries. C'est sûr que je vais à des événements, fait que je vois ce qui bouge, mais en ce moment, ce qui bouge, je l'apprends une journée, puis le lendemain, c'est dans les nouvelles. Donc, il y a peu de choses, que j'ai de l'exclusivité. Et d'une part, puis d'une autre part, je veux rappeler aux gens que l'IA, c'est pas juste une question de geek technique. L'IA, c'est la personne qui l'utilise. Puis du moment qu'on voit le scope dans lequel on peut jouer, le terrain de sorte dans lequel on peut jouer avec l'IA, c'est là qu'on se met à se poser des questions intéressantes par rapport à est-ce qu'on veut aller par là, est-ce qu'on peut aller par là. Puis à tous les jours, on a quelque chose de plus qui rentre par la bande. Pour les GI, on a besoin de logique. Il y a beaucoup de modèles qui sont pas... ChatGPT a dit que le modèle 5 va être multimodal. C'est pas du AGI. Multimodal, ça veut dire que tu vas pouvoir lui donner du vidéo, de l'audio, pas juste du texte. Mais AGI, ça va être de dire un problème, prenons une énigme, pose une énigme à un modèle AGI, va être capable de questionner, de trouver les réponses et pas juste dire « Ah ben, cette énigme-là, je l'ai vue une couple de fois, fait que statistiquement, normalement, c'est ça la bonne réponse. » Non, il y a le processus de réflexion et surtout le processus de justification qui est l'élément le plus problématique en ce moment dans l'industrie. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, il y a de l'argent au Canada, mais beaucoup aux États-Unis également, pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'une décision a été faite, recommandée. On est dans la recommandation. Puis on voit des modèles de robots. J'ai vu ça, j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être plus proche que je pensais. C'est sûr que c'est des démos contrôlées, mais ça nous fait voir un peu où est-ce qu'on s'en va. C'est un humain qui interagit avec un robot humanoïde, donc qui a des mains, des bras et potentiellement aussi des yeux. Là, ça ressemble à une tête. Puis essentiellement, il y a des choses devant. L'interaction va comme suit. Qu'est-ce que tu vois devant? Donc, le robot interprète la question, regarde autour et répond, voici ce que je vois autour de moi. Ensuite, il y avait une pomme sur la table, la personne dit, j'ai faim, peux-tu me donner quelque chose? Le robot prend la pomme et la lui donne. Ensuite, l'élément le plus important, pourquoi tu m'as donné la pomme? Ben, t'as faim, puis dans les choses accessibles autour de moi, c'était la chose que je pouvais t'offrir. Donc, il y avait le processus d'explication qui était déjà intégré ici. Donc, ça on s'en va vers quelque chose qui va rassurer les gens, surtout les décideurs, du moment qu'on a cette dimension-là de pouvoir justifier une décision. Oui, vas-y. Parce qu'on a tendance à humaniser l'AI. Là, je veux dire, même moi, j'hésite à pas dire merci à ChatGPT à la fin. Je me dis, ouais, c'est ça. Je sais que c'est un programme puis qu'ils vont pas m'achever, mais que ce sera pas Terminator dans 5 ans. Mais c'est rendu que ça nous floue, nous autres. C'est un modèle statistique qui prédit ça va être quoi le prochain mot selon des statistiques. Puis malgré tout, ils réussissent à nous flouer comme on sent quasiment une connexion. C'est fou, là. Ben, on le voyait déjà avant quand on allait dans Google puis on tapait les premiers mots de questions puis on voyait les différents choix. C'était déjà le précurseur de ce vers quoi ça va. Donc, de pouvoir faire
une prédiction de ce qui est probablement ce que tu demandes, parce que des tendances, des hypes, ben, c'est global. Fait que si ton voisin il a posé cette question-là, si ton code postal aussi, parce que cette information-là peut être recueillie par Google, si on a seulement d'informations qui dit, ben, toi, tu parles français, tu as tel clavier, tel code postal, puis ton voisin a posé une question là-dessus, probablement que tu as une question similaire, surtout si c'est relié à l'éducation, l'école de tes enfants, ou est-ce que c'est normal qu'il neige à ce temps-ci de l'année? Ben, la proposition statistiquement pertinente pour toi, elle repose sur toutes ces données-là qu'on ne se rend pas compte sont accessibles au modèle. Donc, souvent, on se dit, hey, c'est de la magie, comment il fait pour savoir? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de contexte qui est offert. Puis les modèles, désormais, peuvent capturer de façon plus performante le contexte. On va parler de sémantique, le sens des choses. Un point que je me demande depuis toujours, puis ce matin, je suis dans beaucoup de chantiers, là, autant au ministère ou avec la FCCQ ou plein d'organisations. Là, on avait une rencontre ce matin avec un des responsables de Microsoft, puis on a posé la question, tu sais, c'est beau, là, Copilot arrive, il y a plein de beaux modèles. Là, on a, d'un côté, on a mis de côté Power BI avec la technologie Synapse aussi, puis on la remet sous le terme fabrique. Je ne sais pas si tu as vu ça, ça a été annoncé à Las Vegas aussi hier, mais ça fait un bout qu'on entendait parler dans les réseaux sociaux. On a posé la question, c'est quoi le modèle d'affaires de Microsoft versus tout ce qui est l'outillage standard qu'on utilise, mettons, O365 avec SharePoint. Puis après ça, tout ce qui s'en vient, tu sais, Copilot, t'as Power App aussi qui est à côté et tout et tout. Puis, tu sais, on voulait savoir un jour, ça va-tu coûter le prix d'un employé puis utiliser la suite? Ça va-tu être rendu 80, 90 000 juste pour utiliser la suite? Puis ça remplace une personne, ça va rester dans des coûts à 100, 200 $. Je sais que tu n'as pas la réponse, mais c'est-tu quelque chose qui vous fait peur comme organisation de ne pas connaître le modèle d'affaires des différents créateurs d'AI, là, avec qui vous allez collaborer, veut pas. Là. Puis, Normand, en passant, il m'a semé la graine, là, genre 1 an de ça. Il me disait, Benoît, c'est beau, ChatGPT. À l'époque, c'était Jasper. Là. Moi, j'utilisais Jasper avant que tout le monde parle de ChatGPT, mais j'ai appris que c'était OpenAI quand même. Là. Mais comment est-ce que c'est un angle mort dans votre SWOT d'entreprise? Ou? Ça, je l'entends quand même souvent. Cette inquiétude-là de devenir dépendant à un service hébergé, que ce soit le cloud ou que ce soit, dans ce cas-ci, le service d'intelligence artificielle. Quand vient le temps de choisir, si on en choisit un, puis on s'enfonce dans la dépendance par rapport à ça. Donc, c'est sûr que s'il y a juste une compagnie qui l'offre, on tombe dans un scénario de monopole, puis oui, on pourrait se retrouver, on va être vulnérable à peu importe c'est quoi le pricing. Mais de ce qu'on voit en ce moment, c'est que les avancées de un inhibent pas les avancées des autres. Au contraire, ils les stimulent. Fait qu'on voit plusieurs acteurs offrir des services similaires, des fois qui sont légèrement différents, mais qui font en sorte qu'on a une pression. Si un veut offrir un prix supérieur, c'est les autres qui vont en gagner. Fait qu'on a une compétition de marché qui fait en sorte que ça ne serait pas à leur avantage de faire ça, d'une part. Puis, d'une autre part, il faut aussi garder en tête, parce que j'entendais implied ici, il y a le fait que il y a des jobs qui seront plus là ou qui vont être complètement transformés par ces outils-là. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, son équivalent en coût salarial va être matérialisé sur Copilot. Au contraire, ça va nous permettre de nous rendre plus loin. Tu sais, des choses qu'on se dit en ce moment, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la capacité. En ce moment, mes courriels, une chaîne de messages, si je suis impliqué dans une chaîne de messages au 30e courriel, parce qu'ils se sont dit « Ah, mais ça serait bien que Rémi soit impliqué là-dessus. Il faut que je lise tout le courriel dans le bon ordre pour pouvoir mettre les choses en contexte. » Mais un outil comme Copilot permet de résumer les points. Marie a dit ça. Jean-François a dit ça. Rémi a dit tel élément. Si tu participes au thread, tu vas faire partie du résumé, puis ça te permet de voir, OK, mais moi, mon implication est là, l'implication des autres sont là, rapidement. Ça, c'est un petit gain d'efficacité, mais je le mentionne parce qu'une des choses qu'on voit là, dans les fameux zilléniaux, millennials puis Gen Z, ils ne veulent pas utiliser les courriels. Qu'est-ce qui va arriver quand cet outil-là, qui est prépondérant en ce moment, devient désuet? Les gens, ils vont pas se mettre à communiquer par texto nécessairement pour des documents légaux. Fait que comment on fait pour rendre un outil qui était peut-être performant pour une autre ère, plus performant pour une autre ère? Là, je fais le parallèle avec les adresses courriels, mais j'aime me rappeler aux gens que dans les années 80, faire un chiffrier, ça prenait 5 personnes puis ça prenait une semaine.
Maintenant, avec Excel, ben, tu veux changer un chiffre, ben, tu as toutes les répercussions sur les calculs. Ça ne te prend pas un après-midi de temps de 5 personnes qui refont les calculs dans chacune des cellules. Tu l'as tout de suite. Est-ce que toutes ces personnes-là ont perdu leur job? Oui, s'ils étaient juste spécialisés là-dedans. Mais la réalité, c'est que quand ça s'est arrivé, ils se sont mis à faire d'autres tâches parce qu'ils étaient déjà experts de ce processus-là. Ils ont pu faire des simulations. Ils étaient à, on peut juste faire un calcul par semaine, à, hey, mais maintenant qu'on peut faire plein de calculs, on va faire des simulations. On va faire des scénarios comme ça. On va en parler ensemble pour voir dans quelle direction on va aller. Fait que la discussion a passé de, on fait des calculs à, on se penche sur la stratégie. Ça, c'était en 1980. C'est le même scénario qu'on voit. C'est le même pattern. Puis dis-moi si je te ramène complètement ailleurs, là, tu vois, il y a un petit feu en arrière de toi dans le chalet. Là. Si je te demandais qu'est-ce qui anime ta passion, as-tu des livres d'un conférencier? Qu'est-ce que tu consommes, toi, pour te garder actif? Là? Je vois que tu es actif. Oui. Autour de moi, j'ai beaucoup de contenu AI, fait que c'est pas nécessairement ce que je recherche dans mes lectures. Par contre, je suis tombé sur une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante. Le livre est en anglais. Ça s'appelle AI 2041. Okay. L'idée, c'est qu'on est amené en 2041, puis à travers 10 chapitres où on déballe un scénario, on rentre dans la vie de ce personnage. Puis on n'est pas juste en train de dire, ben voici ce que l'IA fait. On rencontre Jack qui vit au Sénégal, puis on vit leurs émotions, on vit leur réalité en 2041. Fait qu'il y a l'histoire qui est amenée de, OK, c'est un peu différent, mais je me reconnais. Ah oui, OK, éventuellement, ils mettent des voitures autonomes. OK, quel est l'impact des voitures autonomes sur l'industrie du taxi? Puis sur le père, qui, lui, était un conducteur de course. Puis on rentre dans des histoires où est-ce qu'il y a vraiment des layers d'émotions et de bagages. On n'est pas juste dans le technique, mais le sujet, c'est technique. On challengeait les mœurs, la culture. C'est orienté vers ça. C'est pour... La résistance au changement. Ouais, Voilà. C'est pour se visualiser. OK, si je suis là, ou quand je vais être là, dans ce scénario-là, je le vivrais comme ça, t'embarques. Parce que j'ai trouvé intéressant, moi, je l'ai écouté en audiobook. Donc, il nous amène dans différents milieux autour du monde, puis il change de narrateur à chaque fois. Donc, quand on était en Afrique, il y avait un accent africain. Quand on était à Baltimore, il y avait un accent américain. Puis, on est allé en Australie. Bref, ça pivote sur différents angles, mais ça construit aussi. Donc, au début, on parle d'une thématique qui est ramenée dans les autres contes plus tard. Puis ça a vraiment stimulé ma réflexion autour des impacts sociaux. Pas techniques, pas productivité, impacts sociaux. C'est un expert en IA qui s'est outillé d'écrivains, donc d'artistes. Donc, c'est pas lui qui l'a rédigé. Il a plutôt collaboré avec différentes personnes dans le domaine artistique, mais également dans le domaine technique pour dire si on allait par là, à quoi ça ressemblerait. Puis on montait. Alors, éventuellement, on parle d'un artiste qui fait une expérience VR avec son fanbase. On est en Asie. Puis l'idée, c'est quelle est la relation entre je pense que c'est un chanteur dans ce cas-ci, et ses fans dans un monde où on peut avoir une interaction qui est pratiquement personnalisée, comme si je te parle en ce moment, mais je parle avec ton avatar. Donc, il nous amène là-dedans. Comme dans Black Mirror. Oui, d'une certaine façon, sauf que l'objectif, c'est pas de nous amener vers quel est le pire scénario, mais c'est plutôt quel est un scénario qui serait réaliste, puis surtout quels seraient les impacts sur notre day-to-day le plus banal. Fait que j'ai aimé la réflexion parce que c'était pas dans le grandiose, encore une fois, puis c'était pas dans le dramatique. Intéressant. Si tu avais l'opportunité de poser une question au ministre de l'Économie, qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Ben, il y a beaucoup... Je ne suis pas un expert dans le domaine. Je ne suis pas un expert dans le domaine de l'économie. Mais il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place pour aider les initiatives à travers le financement, entre autres, les subventions. Puis, je vois qu'il y a beaucoup de réflexion qui est autour de célébrer l'IA grandiose, célébrer la protection de la propriété intellectuelle, un peu au détriment de ce que j'appelle le petit IA, l'IA de tous les jours, qui s'insère pratiquement partout, mais qu'on a quand même la résistance à faire parce que c'est pas parce que c'est de l'IA. C'est même pas parce que c'est novateur, c'est parce qu'on a déjà une formule qui a fait ses preuves, puis de changer,
ça a un coût. Tu sais, le changement, il y a une inertie dans nos façons de faire, dans des procédés, dans des processus en industrie. Fait que ça soit de l'IA ou que ça soit n'importe quoi, c'est difficile de changer. Puis là, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait juste de transition digitale, puis maintenant on parle d'IA, mais c'est le même parcours. C'est la même chose. La transition digitale, maintenant, inclut l'IA. Puis on rentre dans des usines, puis là, on regarde la ligne, puis là, OK, il n'y a même pas de standard de production, c'est pas balancé, puis là, sans nommer personne ni rien. Il y a beaucoup d'experts qui ont passé en arrière avec la technologie, puis tu te dis, ouais, mais attends un peu, là, ils sont 6 à faire un travail, que s'ils feraient 3 lignes de 2, on ferait le triple, puis il y aurait juste un emballeur. Ben, puis après ça, ils installent les robots, et je n'ai vu des beaux dernièrement, là, des robots collaboratifs à faire des lignes qui font de l'emballage. Mais tu sais, le robot, là, il roule 20% de son temps, là. Il y a 3 lignes d'emballage. Pourquoi ils n'ont pas mis un robot sur rail qui fait la job pour les 3 lignes? Tu sais, mais ça, regarde, on n'ira pas là, mais c'est constamment ça qu'on va dans le marché. On dirait qu'on se dépêche. Il y a des subventions, on saute dessus, on le fait, on est une vitrine. Fait que là, wow, là, tu vois ça dans les journaux. Puis là, quand tu te mets vraiment à réfléchir, pas sûr que le ROI, pas de subvention, pas de crédit, rien, est réel. Tu sais, mais ça, c'est une autre discussion. Là. Ce que j'ai entendu récemment du ministre du Travail, c'est qu'on parle plus juste d'une culture de l'innovation, on parle d'une culture de la formation. Ouais. Puis ce que ça veut dire, c'est de voir la formation comme étant quelque chose que les gens veulent, aspirent à. Ça fait partie de leur quotidien, de leur day-to-day. Et c'est pas juste un centre de coût. C'est-à-dire, tu es en train de faire ça au lieu de faire autre chose, mais plutôt, ça fait partie d'une bonne et saine gestion d'affaires et de compagnie que d'avoir de la formation qui est imbriquée un peu partout. Fait que toi, dans le fond, si je synthétise, là, pour revenir à la question ministre, tu aimerais savoir peut-être du financement dans des projets moins spectaculaires, mais qui vont vraiment avoir un impact au quotidien, dans le fond, chez les gens. Plus rapide. Plus que ça, c'est facile de dire, on a mis 1,6 million dans tel truc, mais la réalité, c'est que ça va être au Québec, 98% des compagnies sont des PME. Donc, l'avantage québécois, c'est d'avoir beaucoup de petites aides et non pas un peu de beaucoup d'aide. Ça me fait rire, mais tu sais, souvent, puis je dénigre aucunement personne, là, tu sais, c'est juste un fait. Souvent, le gouvernement va attribuer un appel d'offres ou un projet porteur, mais tu sais, avant que l'argent se rende à la PME, il y a beaucoup d'intervenants, puis à la fin, l'argent, tu sais, si on ferait le pourcentage qui est réellement dans l'entreprise versus partout où elle a passé l'argent, des fois, il n'en reste pas beaucoup à la fin. Là, puis, en tout cas, je ne veux pas aller dans le purgatoire des subventions. J'aurais une question avant qu'on se quitte aujourd'hui, pour avoir la chance de se retrouver. Ce n'est pas la dernière fois que tu viens à la Chaise Bleue. Merci en passant de t'être déplacé aussi, c'est apprécié. Si on avait la chance de te donner une baguette magique, tu sais, là, qu'est-ce que tu ferais avec ça présentement pour ton organisation ou pour l'industrie en général? On ne m'avait pas donné les questions avant que j'arrive ici. Les gros enjeux que je vois, c'est de porter tous les chapeaux. Dans le nerf de la guerre chez Explorer, c'est d'avoir plusieurs expertises. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 vitesses. Soit, non, c'est pas pour nous, puis c'est mort. Ou soit, on est en retard, il faut le faire pour hier. Il n'y a pas de on commence une discussion, puis on peut se faire un plan pour les prochains 10 mois. C'est urgent ou on le fait pas du tout. Fait que si j'avais une baguette magique, je voudrais avoir des projets qui peuvent voir le jour sur un échelon plus progressif dans l'industrie. Puis ça, à mon avis, ça retouche ce qu'on disait juste avant, une formation, puis du petit IA. Donc, pas de la hype. Comment les gens font pour te rejoindre? S'ils veulent explorer, est-ce que c'est automatiquement un chèque ou ils peuvent t'appeler avoir une première discussion ou comment ça fonctionne? On est hyper accessible. Ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie essentiellement de pourquoi on est allé en affaires. Donc, bien sûr, mon adresse courriel, Rémi@Explorer. Sur LinkedIn, moi, je réponds aux messages. J'encourage les gens à me poser des questions sur quelles sont les réalités qu'ils rencontrent ou j'ai telle opportunité, quelqu'un m'a parlé de ça, est-ce que ça a de l'allure, est-ce que c'est du rêve, est-ce que tu le ferais? Donc, des échanges qui se font relativement rapidement, juste à travers quelques lignes sur LinkedIn, ça me fait plaisir d'y répondre. En fait, j'encourage ça parce que, encore une fois, mon cheval de bataille, c'est d'arrêter la hype. Puis parfois, simplement d'avoir quelqu'un qui est capable de challenger au moment opportun, c'est-à-dire j'ai une décision à prendre pour demain, puis je sais pas vers qui me tourner, trouvez-moi sur LinkedIn, c'est assez simple. Puis en fait,
info@explorer. Ça, c'est le point de contact pour toutes les questions, que ce soit j'ai un mandat à explorer, j'ai des idées à explorer, j'ai des questions, j'ai des plaintes, j'ai de l'intérêt à travailler chez Explorer. C'est là que ça se passe. Good. Merci Rémi d'être venu te prêter au jeu. Certainement. Je te souhaite une belle continuité dans tes opérations. Puis Merci. on va se voir, c'est sûr, bientôt. Là. Merci beaucoup d'être Absolument. venu à la Chaise Bleue. Merci. Bonne journée, merci Normand. Merci.